Monsieur Husson, comment ça va? Écoute, ça va bien. Monsieur Husson, par Mons et par Vaux. Dis-moi, Édouard, on va faire notre point hebdomadaire sur l'actualité en Israël, en Palestine, au Liban, en Iran. Qu'est-ce qu'il y a à en dire cette semaine de particulier? Première chose, la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver à Gaza, avec un pouvoir israélien qui maintenant ne se cache même plus de faire de la famine un moyen de pression politique pour essayer de faire céder le Hamas, donc famine imposée aux civils de Gaza. Le deuxième élément qui me frappe malgré tout, ce sont les fissures qui apparaissent dans l'État israélien et dans la société aussi. En particulier, il y a 12 000 réservistes qui ont fait savoir qu'ils ne retourneraient pas combattre parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils refusent la manière dont la guerre est menée à Gaza. Dans une armée israélienne qui est très tendue du point de vue des effectifs, avec une guerre qui dure depuis plus de 18 mois, c'est pas un bon signe pour Netanyahou, d'autant plus que on pourra y revenir, mais ce qu'on pourrait appeler l'État profond israélien se révolte contre lui. Le troisième élément, je pense, c'est l'annonce hier de Trump, alors que théoriquement, il est en pleine négociation avec les Iraniens, qu'il veut des sanctions dites secondaires, c'est-à-dire taxer à 500% les États qui achètent du pétrole à l'Iran. Donc c'est la Chine qui est visée. C'est-à-dire qu'en fait, le conflit du Proche-Orient est connecté par Trump à l'ensemble des tensions mondiales. Alors, je voulais revenir sur ce que tu as dit, à savoir que le gouvernement israélien ne se cache plus de sa volonté de pratiquer, enfin d'utiliser la famine comme arme d'épuisement pour les Gazaouis. Concrètement, ça signifie quoi? Il y a eu des déclarations ministérielles, des prises de position officielles? Oui, en fait, il y a toujours eu l'idée, il y a toujours eu cette idée-là avec des déclarations sporadiques. Mais là, on s'aperçoit que plusieurs ministres ont pris la parole pour aller dans ce sens. Et le commandement de l'armée aussi a fait savoir que la famine était désormais une arme de pression sur le Hamas. Est-ce qu'il y a une réaction de la société israélienne là-dessus? Puisque tu as évoqué, notamment ces grognes de réservistes. En réalité, je crois que c'est assez large, c'est-à-dire qu'il y a des appels un peu en tous sens, notamment de réservistes, de militaires à la retraite qui disent: «Cette guerre est inutile, il faut se concentrer sur la libération des otages». Mais quelle est aujourd'hui la virulence de la réaction, israélienne sur, de la rue, si j'ose dire, israélienne sur ce sujet? Alors, si on décrit les choses froidement, et je dis ça, j'espère que ça ne sera pas vu comme un jugement de valeur, mais la société israélienne n'a pas d'empathie pour les Gazaouis. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les otages, qui effectivement, dont devient de plus en plus clair pour plus d'Israéliens que simplement les familles d'otages, que Netanyahou n'a jamais eu l'intention de les libérer. Et donc là, la grogne s'étend. La deuxième chose, c'est que malgré tout, il y a une fatigue importante à la fois des soldats au sol, de l'infanterie, face à la sale guerre qu'on leur fait mener à Gaza. Et puis, il y a eu aussi mais ça remonte à 3 semaines, plus de 1000 pilotes d'avion qui ont protesté contre ce qu'on leur faisait faire. Alors, je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'empathie pour les Palestiniens, il y a plus d'auto-apitoiement devant les trucs horribles qu'on est amené à faire. Comme ça que je le décris. Si tu ajoutes que de plus en plus d'anciens généraux, d'anciens chefs du Mossad et du Shin Bet, mais aussi actuellement
les institutions s'opposent à Netanyahou en criant au pouvoir personnel, on a une situation qui peut surprendre quelqu'un qui parle tout le temps de l'État profond, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'État profond, si on peut dire ça comme ça, la continuité de l'État, qui s'en prend à Netanyahou, et Netanyahou qui crie au loup d'ailleurs. Sur ce point, quand même, on en est où de l'affaire, du conflit entre Netanyahou et le patron du Shin Bet? Donc, son limogeage a été annulé. Le gouvernement israélien, théoriquement, ne lui donne plus rien à faire, sauf qu'il est en place. Donc, il a la possibilité de bloquer, de bloquer des choses. Mais surtout, il y a une radicalisation dans la société, dans les deux sens, entre ceux qui défendent Ronen Bar, d'une part, et d'autre part, il y a eu des appels, littéralement des appels au meurtre de la part d'Israéliens extrémistes, à tel point que le chef de l'opposition, il y a 10 jours, donc Yair Lapid, le chef de l'opposition à Netanyahou à la Knesset, a dit que si jamais il arrivait quelque chose à Ronen Bar, en pratique s'il était tué, ça serait Netanyahou le premier responsable. C'est quand même très étonnant que Israël, qui repose très largement sur ses services secrets, ses services Oui. de renseignement, qu'il s'agisse du Mossad, qui sont l'équivalent de la CIA, ou du Shin Bet, qui sont les services de renseignement de l'armée, il est quand même très étonnant qu'Israël, qui repose beaucoup sur l'imbrication entre ses services et les gouvernements successifs, beaucoup de premiers ministres sont passés par le Mossad ou par le Shin Bet. C'est quand même très étonnant, ce divorce entre la tête de l'exécutif et la tête des renseignements militaires. Oui, et c'est le signe que quelque chose est en train de se fissurer. Alors, si on va plus loin, on est en fait devant un grand déballage, et ça part dans tous les sens. Par exemple, Netanyahou accusant un ancien Premier ministre, Ehud Barak, d'avoir eu des liens avec Epstein. À l'inverse, ce pourquoi Ronen Bar a été mis à la porte par Netanyahou pendant quelques jours, c'est parce qu'il avait démasqué une affaire qu'on appelle le Qatar Gate. Et en fait, c'était lors du mandat précédent de Netanyahou, des conseillers de Netanyahou avaient en même temps une boîte de conseil qui conseillait le Qatar pour améliorer son image en vue de la Coupe du Monde de football. Donc on est dans une république bananière. Ça surprend beaucoup en France. Moi, je vois dans les médias établis, personne n'en parle, mais parce qu'on ne lit pas la presse israélienne. Hein, on l'a souvent dit ici au Courrier, la presse israélienne est une des meilleures sources d'information qui soit. Et on saluera d'ailleurs la liberté réelle de cette presse et sa capacité à critiquer le gouvernement. Alors oui, il y a cette liberté, mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que, par exemple, beaucoup des informations là que je résumais, je les trouve non pas seulement dans Haaretz, qui est connu comme un journal de centre-gauche et plutôt opposant à Netanyahou, mais dans le Times of Israel, qui est un journal très conservateur et qui a longtemps été favorable à la ligne Netanyahou. On notera quand même sur ce Qatargate que précisément Bernard-Henri Lévy en France avait attaqué en justice pour diffamation le média Blast, qui finalement a été blanchi parce que Blast avait soutenu que Bernard-Henri Lévy, ce qui je crois n'était pas contesté, avait perçu d'importantes sommes d'argent, c'est-à-dire plusieurs millions du Qatar, et Blast avait dit c'est peut-être pour améliorer l'image du Qatar. Est-ce qu'on peut penser qu'au fond, il y a eu des relations d'intérêt au niveau international entre la communauté sioniste, on sait que Bernard-Henri Lévy est un défenseur aveugle d'Israël et de mauvaise foi, de mon point de vue. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu chez les Qataris une volonté de s'appuyer sur l'important réseau de la diaspora sioniste ou pro-sioniste ou pro-israélienne pour améliorer son image en Occident? Alors, je ne connais pas tous les éléments de ce dossier. Je pense que la politique du Qatar est une politique extrêmement complexe et qui tend au financement tous azimuts pour exercer un véritable soft power.
On se rappelle à une époque le financement de la classe politique française. On sait que le Qatar a donné de l'argent au Hamas. Et effectivement, on a cette affaire autour de deux conseillers de Netanyahou. Et tu évoques ce qui s'est passé avec BHL. Alors, je ne peux pas répondre, je connais mal le dossier, hein, mais en tout cas, on est dans. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on n'est pas du tout dans les lignes de front du combat judéo-chrétien contre l'islam. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'on voit très bien que le choc des civilisations, c'est une imposture, c'est une mise en scène qui est destinée à légitimer le comportement de l'État d'Israël et en particulier du gouvernement Netanyahou. Mais à l'inverse, on voit aussi que les gouvernements arabes, le moins qu'on puisse dire, c'est que la cause palestinienne, la cause de la population palestinienne n'est visiblement pas sa première préoccupation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, par ailleurs, les relations avec le Yémen, puisque on a vu qu'il y a eu d'importants bombardements américains au Yémen et l'interception d'un missile yéménite hier par l'armée israélienne. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le sujet du Yémen? Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut plus que à Washington on nous raconte d'histoire. Les États-Unis de Trump sont dans une guerre ouverte et une sale guerre qui ressemble au Vietnam, à l'Afghanistan, à l'Irak, à tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, il y a le bombardement de populations civiles. Il y a d'autre part face aux Américains et puisqu'on on évoque pas mal la guerre du Vietnam dans différents médias aujourd'hui. Par comparaison, on est dans une situation effectivement qui ressemble un peu à ce que les Américains ont rencontré au Vietnam, parce qu'on a un mouvement armé Ansar Allah qui inflige de vrais dommages militaires aux Américains. Il y a au moins 15 drones, je pense peut-être même une vingtaine de drones qui coûtent des millions de dollars chacun, qui ont été abattus par les missiles yéménites, alors même que Washington explique que tout est sous contrôle. On a du mal à savoir exactement ce qui est arrivé au porte-avions américain en mer Rouge, mais on sait qu'il y a au moins un F-18 qui a été abattu par un missile yéménite alors qu'il décollait d'un des porte-avions américains. Et on a d'autre part ces tirs en direction d'Israël. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mouvement d'Ansar Allah ne baisse pas la garde, loin de là. Et il faut rappeler quand même que c'est un des pays qui a été le plus bombardé dans les 10 dernières années, puisqu'il sort d'une guerre entre Ansar Allah et leurs adversaires yéménites. Et en fait, c'était une guerre par procuration de l'Arabie Saoudite contre l'Iran jusqu'en 2023. Ce qui serait bien, Edouard, c'est que la semaine prochaine, nous fassions un point plus axé sur le devenir de l'axe de la résistance, puisque on sait qu'au fond, l'Iran était devenu une espèce de nœud ou d'intelligence centrale de mouvements comme d'un certain nombre de mouvements de résistance, autant au Yémen, comme tu l'as cité, qu'au Liban, bien sûr, avec le Hezbollah, en Palestine avec le Hamas, qu'en Irak. Ce serait bien qu'on fasse un point sur le destin de cet axe, puisque et l'Iran et le Hezbollah sont en train d'opérer d'importantes évolutions dont on n'a finalement pas l'occasion de parler. Mmh. Bon, et qu'il y a une modification géopolitique mondiale, c'est-à-dire, je pense que ce dont on parlera, c'est du relatif affaiblissement de l'axe de la résistance, d'une part, mais d'autre part, l'Iran, dans le bras de fer actuel avec les États-Unis, semble être protégé par la Russie et par la Chine. Bon, on évoquera tout ça la semaine prochaine dans un point Palestine, si on peut le faire le 9 mai. Du coup, on se donne rendez-vous le 9 mai. À très bientôt. Edouard, ne manquez pas le point que je fais avec Edouard par ailleurs sur l'élection du pape. Et puis, je signale pour tous ceux qui veulent savoir comment on manipule un macroniste que dimanche soir, je publie ma chronique désormais hebdomadaire sur les manipulations et que j'expliquerai comment on manipule les macronistes et notamment
comment le Covid a donné quelques exemples de manipulation particulièrement travaillée à destination des macronistes. À bientôt, Édouard. À bientôt, Eric.